Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. On passe tout de suite au sommaire de l'édition. Pour le compte du 5e tour de la Coupe de France de football féminin, voisin, le Bretonneux recevait Bourges. Sur le papier, 2 divisions d'écart en faveur des Berruyères. Les Vicinoises étaient donc condamnées à l'exploit. Elle est revenue du Cambodge il y a 15 jours après avoir accroché un top 30 sur le raid Amazon 2014. L'Illinoise Anne-Sophie Chaste nous débriefera son raid à elle. Elles ont 15 ans, jouent au handball sous les couleurs de Montigny et ont été toutes les 3 repérées par le pôle espoir d'Orléans. Immersion dans un quotidien 100% handball. Évidemment, vous en avez l'habitude, en fin d'émission, le JT résultat du week-end. Mais place tout d'abord au cyclisme et notre sujet fort d'aujourd'hui. À 2 mois des championnats du monde sur piste qui se dérouleront à Saint-Quentin en Yvelines, vous le savez, l'équipe de France a inauguré un tout nouvel équipement pour améliorer ses performances, un banc aérodynamique cycle, comprenez une soufflerie. Reportage réalisé avec Elodie Moine et Yolène Torres. Il l'attendait depuis trop longtemps. À 2 mois des championnats du monde sur piste de Saint-Quentin en Yvelines, les membres de l'équipe de France peuvent désormais travailler leur aérodynamisme en soufflerie. Moi, ça fait au moins 10 ans que j'attends ça. Donc maintenant, d'avoir ça juste auprès du vélodrome, à 2 km de notre lieu d'entraînement, c'est parfait. Si la qualité des entraînements tricolores est reconnue à travers le monde, il manquait aux pistards français une expertise technique. Cette soufflerie faisait d'ailleurs partie du cahier de commande des coureurs de l'équipe de France après les Jeux Olympiques de 2012, car le retard sur les Britanniques, habitués de cette technologie, commençait à se creuser. Je dirais que c'est plus une manière de prendre de l'avance par rapport aux autres. Alors il faut d'abord récupérer son retard effectivement et peut-être prendre de l'avance parce qu'effectivement nous n'avions pas ces tests en soufflerie, ce que faisaient déjà les Britanniques pour partie. Et là, vu le niveau d'expertise, on espère qu'on sera même encore plus pointu en matière de soufflerie qu'eux. Dans cette pièce, les coureurs vont pouvoir optimiser leur prise au vent ou encore les puissances développées. Tout sera examiné à la loupe. L'objectif, gagner ces précieux millièmes qui permettront de décrocher de nouveaux titres aux mondiaux et à Rio en 2016. Ça va apporter énormément puisqu'on va s'améliorer sur notre posture sur le vélo, notre position et également comment se positionner, s'il faut écarter plus les bras ou plus les rentrer, les coudes ou la tête un peu plus baissée. En course, le coureur représente 80% de la prise au vent. L'équipe de France a déjà perdu un titre pour 1 millième de seconde. C'est dire si dans l'élite du cyclisme mondial, chaque détail a son importance. Je le disais dans les titres de ce 7-8 Sport, parmi les 270 participantes de l'édition 2014 du raid de l'Arbre Vert ou raid Amazon, l'ancien nom, une Yvelinoise, Anne-Sophie Chaste, a intégré le top 30 pour la première fois, 24e place exactement de cette compétition 100% féminine et pour sa 2e participation seulement. Et elle est avec nous ce soir sur le plateau du 7-8 Sport comme promis. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir. Merci d'être là sur le plateau. Alors première question, j'imagine que vous êtes très satisfaite de votre performance 2014. Je suis hyper fière. Non, je suis très très contente, oui. C'est quelque chose que vous avez annoncé quand on s'était rencontrés lors de vos derniers jours de préparation. Il y avait un espoir top 40, top 30 et puis on suivait nous sur 2 émissions puisque ça s'est passé sur 5 jours, le raid de l'Arbre Vert et puis petit à petit vous avez grignoté des places au classement pour arriver finalement 24e. Ça s'est plutôt bien passé au final au Cambodge. Ah oui, ça s'est super bien passé. C'était une aventure absolument exceptionnelle. On a performé sur l'épreuve de canoë. Enfin, pour nous, on était 20e et on s'était dit, bon, c'est bon, maintenant on va descendre. On va obligatoirement descendre parce que moi, la course, c'est pas mon fort. Mes coéquipières étaient bien meilleures que moi et sont toujours d'ailleurs bien meilleures que moi en course. Et en fait, on a réussi à peu près à se maintenir et à rattraper le retard qu'on avait accumulé à cause de moi sur une épreuve de VTT. Et justement, sur les épreuves où vous étiez un petit peu en difficulté, vous avez réussi à vous dépasser, à sortir de votre réserve pour gagner ces précieuses places au classement ? Oui, d'autant plus qu'en fait, moi, je me suis blessée le premier jour. Je me suis fait mal au genou, je me suis démis le péroné, on m'a soigné tous les jours. Et c'est sur ce 2e raid que j'ai compris ce que c'était qu'une équipe et qu'un esprit d'équipe. Parce que, effectivement, bon, j'avais mal, mais j'avais mes coéquipières qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée, mais qui m'ont soutenue psychologiquement et même physiquement, puisque sur la dernière épreuve, elles m'ont tracté sur le trek. J'étais le boulet de l'équipe. Et elles ont vraiment été derrière moi. Merci. Justement, ce raid pour vous, ça a été un peu le raid du mental, parce que, ouais. Comme vous le dites, blessé dès le premier jour, ça change tout en fin de compte après derrière. Ça change tout, oui, parce qu'on a mal.
Ça change tout parce qu'il faut y arriver, parce qu'en plus on est une équipe. J'ai vraiment compris sur ce raid-là. Ça a été 2 expériences extrêmement différentes. Et ce raid m'a fait comprendre ce qu'était réellement ce qu'était une équipe. Qu'est-ce qui a différencié justement par rapport à votre première expérience en Malaisie en 2013 où vous aviez tout découvert en somme? Voilà, en Malaisie, j'ai découvert un raid. J'ai découvert ce que c'était, j'ai découvert la difficulté, j'ai découvert le dépassement de soi, j'ai découvert effectivement aussi un esprit d'équipe. Mais cette année, j'étais en difficulté parce que j'avais mal. Il y avait cette blessure qui, quand même, ça reste comme ça, elle est quand même là du soir au matin. Et mes coéquipières m'ont jamais lâchée. Elles m'ont toujours soutenue, elles m'ont toujours encouragée. Il y avait notamment Anne-Sophie, une autre Anne-Sophie dans mon équipe qui était un véritable coach vocal et qui m'encourageait du début à la fin. C'est ça qui a fait peut-être que vous n'avez pas abandonné parce que vous auriez pu vous dire bon stop, j'ai trop mal par exemple. Non, ça j'aurais jamais fait ça. Mais par contre, je pense que je me serais jamais aussi bien classée si elles n'avaient pas été derrière moi pour me soutenir, pour me motiver, pour m'aider, pour continuer l'aventure jusqu'au bout. Alors, dans un raid, il y a toujours une épreuve qui sort un petit peu du lot par sa difficulté cette année au Cambodge. Est-ce qu'il y a eu une épreuve justement que vous avez détestée, entre guillemets? Complètement. C'était le 3e jour, c'est pas mon jour, je crois, le 3e jour, parce que l'année dernière, c'était le 3e jour. On a eu 52 ou 3 km de VTT dans le sable. Je précise que c'était dans le sable parce que ça a été un enfer. Et on a posé notre VTT, puis ils ont voulu nous faire courir, je ne sais plus, c'était 400 ou 500 mètres, sachant qu'il faisait 42 degrés. Et donc là, cette épreuve, ça a été une horreur. Mais vraiment une horreur. Un calvaire un petit peu, ça a été compliqué. Est-ce que du coup, quand on revient encore une fois pour la 2e fois, je le disais tout à l'heure, d'un raid comme le raid Arbre Vert, on a un petit peu le raid blues? Un peu. C'est difficile le retour à la maison? Ah non, le retour à la maison, j'étais ravie parce que j'ai retrouvé mes enfants, j'ai retrouvé ma famille, etc. Mais déjà, on a un choc thermique qui est quand même pas complètement négligeable. On rentre, on n'a pas dormi depuis un bon moment. Et puis le raid, surtout sur la fin, c'est la préparation. Il a fallu chercher les sponsors, il y a un entraînement physique et il y a un espèce de vide. Donc très contente de l'avoir fait, de l'avoir vécu, très contente de retrouver ma famille. Et en même temps, un espèce de vide. Ça laisse évidemment beaucoup de vide et de néant, entre guillemets, quand on part si loin pour un raid aussi important. Alors le moment le plus fort peut-être de votre raid 2014, c'était quand? Quel jour? Sur quelle épreuve? Quel moment? Le moment le plus fort d'un point de vue humain, ça a été le dernier trek, qui a été très difficile pour moi. C'était la dernière épreuve. Et où là, Violaine et Anne-Sophie m'ont portée au sens, pas au sens physique du terme, mais au sens psychologique. Et elles m'ont vraiment portée. Donc ça a été un moment pour moi extrêmement fort au niveau humain. Et au niveau sportif? Au niveau sportif, une épreuve où vous avez fini dans un bon classement, on va dire, et puis fier justement de votre performance sportive sur une épreuve? Au canoë, qui a été notre plus grande performance, mais même après pratiquement tous les jours, très sincèrement. En tout cas, moi, j'étais fière de ce que j'arrivais à faire. Ouais. Ça a été une grande surprise et j'étais fière. Et d'un point de vue découverte, la journée surprise avec la chasse au trésor dans les temples d'Angkor, je pense que ça restera un souvenir mémorable. Ouais. Et justement, vous en parliez un petit peu, le raid, on sait très bien que c'est ce genre d'épreuve sportive qui renforce les liens, les relations humaines. Là, vous avez trouvé 2 amis à l'autre bout du monde, pour ainsi dire. Oui, j'avais pas de doute sur notre entente et sur le fait que ça allait bien se passer, mais oui, vraiment. Je pense qu'il y a un lien indicible qui s'est tissé. En tout cas pour moi, il faudrait les interroger elles maintenant. Et comme vous le disiez un petit peu dans le reportage qu'on avait fait il y a quelques semaines, vous étiez devenu un peu addict au raid Amazon et puis au raid en général parce que vous aviez besoin de repousser vos limites. C'est encore plus le cas après ce retour de Cambodge? Ah oui, j'ai pas l'intention d'arrêter. Normalement, j'en fais un autre dans 2 mois, si mon genou me le permet. La saharienne. La saharienne, et j'ai hâte d'y partir. Et alors, dernière question avant de vous quitter. J'imagine quand même que vous êtes revenu un petit peu abîmé, entre guillemets, puisqu'il y avait ce genou un peu récalcitrant. Tout va bien maintenant, les examens sont passés, il n'y a pas de grosses blessures? Le genou est toujours récalcitrant et on ne sait pas trop, mais en l'occurrence, sinon, je suis en pleine forme. Ça m'a reboosté, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien.
Et donc d'autres défis sportifs à part la saharienne, il y a déjà des idées d'autres raids, à part peut-être le raid 2015 de l'Arbre Vert. Ah, le raid 2015, et donc la saharienne dans 2 mois, et puis non, après je sais pas, des trails, il y a le trail des Qatar, je crois, qui a lieu au printemps, j'aimerais bien essayer de le faire. Une belle ironie pour quelqu'un qui n'aimait pas courir à la base. Tout à Merci fait. beaucoup Anne-Sophie d'être passée sur le 7-8 Sport. On suivra évidemment vos différents exploits sur les prochains raids. On enchaîne avec le football. Et pour le compte du 5e tour de la Coupe de France de football féminin, Voisin, le Bretonneux recevait ce week-end Bourges, sur le papier 2 divisions d'écart en faveur des Berruyères. Les Vicinoises étaient donc condamnées à l'exploit pour rester dans cette coupe. Reportage réalisé avec Mélanie Poquet. Si le Père Noël a donné le coup d'envoi fictif de ce premier tour fédéral de Coupe de France, il n'a pas apporté un super cadeau aux joueuses de Voisin. Pourtant, face à Bourges, les Vicinoises se procurent les premières occasions au cours d'une première période très animée. Elles auraient même pu débloquer le verrou du Berry dans le premier quart d'heure. Un manque de réalisme sans conséquence grâce à une exceptionnelle gardienne de but vicinoise, 0-0 à la pause. Il y en a peut-être 2 qu'on peut mettre en première mi-temps, puis sur un temps fort, je pense qu'on si on en avait mis une sur le temps fort en deuxième, je pense qu'on les coupait parce qu'elles n'étaient pas au mieux. Et puis en fait on l'a pas mis, et puis nous on a commencé à baisser physiquement, et puis elles elles ont commencé à pousser. Et l'écart de 2 divisions s'est fait sentir. Les pensionnaires de division d'honneur continuent d'accélérer après l'heure de jeu, alors qu'en face, les joueuses de Wilfried Desroches tiennent tant bien que mal grâce à une héroïque gardienne de but pour préserver leur but inviolé. Mais à force de reculer, Voisin se fait surprendre à quelques minutes du coup de sifflet final. Sur ce nouveau centre, la défense saint-quentinoise passe au travers et permet à Léger de marquer l'unique but de la rencontre. Les Vicinoises pousseront jusqu'au bout, mais cela ne suffira pas. Bourges verra le 2e tour fédéral non sans difficulté. De leur côté, les joueuses de Wilfried Desroches vont pouvoir se replonger dans le championnat et tenter d'accrocher une nouvelle montée. Oui, déception parce que j'étais déjà convaincu qu'on pouvait faire quelque chose avant le match. Je suis encore plus après, donc c'est pour ça que je suis déçu. Mais fier de la prestation des joueuses, c'est ce que j'attendais d'elles. Je pense qu'elles sont certainement plus déçues que moi parce qu'elles avaient à cœur d'accéder au tour suivant. Mais bon, voilà, une équipe de Bourges qui a été réaliste. Nous, on n'a pas su mettre celle qu'il fallait mettre. Et dans les autres matchs de ce premier tour fédéral de la Coupe de France, vous allez le voir, pas trop de réussite, même pas du tout pour les clubs yvelinois. Et par exemple, Montigny s'incline sur la pelouse du Paris CA. Même sort pour Poissy, victime de Caen, 3-2. Il y a donc plus de clubs yvelinois présents dans cette édition de la Coupe de France. Pour être complet sur le football féminin, ce week-end, cela jouait quand même dans le championnat de promotion d'honneur et Elancourt enchaîne une 2e victoire consécutive face à Nicolette Chaillot. Succès 2-1. Les Amazones sont 8e de leur poule. On enchaîne avec le handball. Et le club de Montigny, le Bretonneux, est un club assez reconnu pour son aspect formateur dans le département. Au sein de l'équipe moins de 18 ans des féminines, les qualités de 5 joueuses ont été repérées par différents pôles espoirs à travers la France, Dijon, Châtenay-Malabry, mais surtout Orléans, où 3 joueuses évoluent toute la semaine au quotidien ensemble, en vivant un quotidien en fait 100% handball. Reportage réalisé avec Patrick Jacques de Dixmude. Elles suivent les cours comme tous les jeunes lycéens de leur âge. Pourtant, Sarah, Anna et Aminata partagent leur quotidien entre l'école et les terrains de handball. Issues du club de Montigny-le-Bretonneux, ces 3 jeunes filles ont intégré au début de l'année scolaire le pôle espoir d'Orléans. Tout juste âgées de 15 ans, elles ont dû s'adapter à cette nouvelle vie 100% handball, loin des amis d'enfance, loin de la famille. Au début c'était un peu dur, mais maintenant franchement, je me suis habituée donc ça va. C'est difficile puisqu'il y a l'éloignement avec la famille, etc. Après, beaucoup de choses sont mises en place pour elles. Donc, quand elles sont en pôle espoir, c'est relativement aisé d'être en pôle espoir puisque tout est mis en place. Le lundi soir, il y a une psychologue qui vient tous les lundis soirs pour les accompagner. Il y a un kinésithérapeute présent le lundi et le jeudi soir, un médecin le jeudi soir. Donc, il y a vraiment un cocon qui est mis autour d'elles. Nous, on les suit également dans leur double projet au niveau scolaire. Si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on met en place des aménagements. Donc, elles sont vraiment suivies, encadrées. Anna, c'est un petit peu la belle histoire de cette promotion. D'abord refusée, elle est arrivée fin septembre pour remplacer le départ d'une autre joueuse. Après 2 rentrées scolaires et quelques semaines d'adaptation, elle met les bouchées doubles pour se mettre à niveau.
Le fait que j'ai été prise, c'est une motivation, ça veut dire que je suis douée, donc, ou alors qu'on peut apporter d'autres choses pour m'emmener là jusqu'où ils peuvent. Donc oui, ça me donne une motivation et puis j'essaie de m'investir au mieux de moi-même. Travail, combativité et mental, c'est par là que les Inimontaines s'ouvriront les portes des centres de formation. Pour certaines, inspirées par des grands joueurs comme Lucas Ballot, leurs ambitions sont claires, atteindre le haut niveau tout en gardant les pieds sur terre et l'esprit à l'école. J'aimerais bien aller en D1, mais après, j'irai le plus haut niveau où je peux. Pour toi, c'est important quand même de continuer l'école. Pour quelle raison? Parce que le hand, si jamais je me blesse ou c'est pas une sécurité, donc vaut mieux que je sois bonne en cours. Par dose de 12 heures par semaine au pôle, les jeunes femmes enchaînent les entraînements, en moyenne 2 par jour, sans compter la session du vendredi soir avec leur club de Montigny et le match du week-end. La même exigence pour toutes, voilà, toutes au même niveau. Il n'y en a vraiment qu'une qui joue le week-end, qui est sûre de jouer en moins de 18, c'est la gardienne. Il y a des filles qui peuvent être meilleures que d'autres, qui ne sont pas au pôle, parce que s'ils sont en formation. En France, 24 pôles espoirs nourrissent les 10 centres de formation des clubs professionnels. Allez, on enchaîne avec le JT résultat du week-end. Et on commence ces résultats par du football. Une fois n'est pas coutume, championnat de division d'honneur, 12e journée, 4e victoire consécutive pour Versailles. Les Versaillais s'imposent sur la pelouse du Racing 1-0 et confortent leur 3e place au classement. En promotion d'honneur, c'est l'événement footballistique du week-end après la défaite du PSG à Guingamp. Trappes a enfin renoué avec la victoire. Les Trappistes se sont imposés 1-0 chez le 10e Épinay. Un succès qu'ils attendaient depuis 3 mois. Oui, vous avez bien entendu. Au classement, Trappes gagne une place et pointe au 9e rang. En rugby, le chemin de croix continue pour plaisir. Malheureusement, après un sursaut, le PRC a rechuté face au solide 3e Niortais. Défaite 24-6 pour le compte de la 10e journée de Fédéral 2. En promotion d'honneur, le Sky Rugby a écrasé littéralement Stein à domicile lors de la 10e journée. Également, large succès donc 57-14 avec 9 essais à la clé. Handball, fin de série pour Montigny, le Bretonneux. Cette fois-ci, c'est les seniors pour le compte de la 10e journée de National 2 féminine. Après 6 victoires consécutives, les Inimontaines se sont inclinées chez le 8e Lisieux, 25-22. Et dans le même temps, vous le voyez, le leader Havre a connu sa 2e défaite de la saison à Villemomble, 38-22. Et au classement, cela se resserre considérablement en tête. Le Havre est toujours leader avec 26 points. Villemomble est passé devant Montigny à la différence de but. Les 3 équipes se tiennent donc en seulement 2 petits points. Chez les jeunes, toujours handball, cette fois-ci championnat de France moins de 18 ans. Dernière journée de la première phase et pas de miracle pour la team 78. Si les joueurs d'Alexandre Taillefer ont fait le boulot, comme on dit, en s'imposant dans le Nord 35-21, Paris Galaxy, le co-leader, a également gagné face à Stella Sport 28-23. Et vous allez le voir, donc conséquence directe au classement. Statu quo, Paris Galaxy finit premier de cette première phase. Le team 78 reste 2e et aura donc une poule de 2e phase un petit peu plus difficile à partir de janvier. En basket, 12e journée de National 2 féminine. Défaite logique, il faut le dire, de l'entente Le Chesnay-Versailles sur le parquet du 2e Trégueux, 87-65. Les filles de l'ELCV restent 11e de leur poule. Chez les hommes, National 3, Trappes s'incline à Vineuil dans le match du milieu de tableau, 50-30. Très peu de paniers ce samedi soir et le LCV n'a rien pu faire face à Gennevilliers, défaite 97-61. En volleyball, régional 1, on suit évidemment la saison de Montigny Plaisir et Vélizy. 11e journée, Montigny s'impose 3-7-2 face à la Lanterne Rouge, Noisy-le-Grand. Même score pour Plaisir Villepreux face au leader Cormeilles en Parisis. C'est la performance du week-end dans cette poule. Et 3e victoire yvelinoise pour compléter le tableau de Vélizy sur le terrain de Villejuif, 3-7-1. Et au classement, vous allez le voir, Cormeilles est évidemment toujours leader. Plaisir Villepreux pointe au 3e rang, Vélizy 5e et Montigny un petit peu plus en difficulté cette saison de transition, pointe au 7e rang. Avant de nous quitter, une dernière info du sport de combat, ou plutôt du Muay Thai. Et l'entraîneur de Muay Thai du Chesnay que vous voyez sur ces images en bleu, Stéphane Geoffrey, vient d'être nommé à la tête de la Fédération française de Muay Thai et disciplines associées. Nous le recevrons donc dans un prochain 7-8 Sport pour qu'il nous explique ses projets et l'avenir qu'il voit pour la discipline en France et évidemment dans les Yvelines.
C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée sur TV Film.